أهلا بكم في عدد جديد من مجلتكم الأسبوعية قناة أطلس التي تقربكم من انشغالات أبناء الجالية المغربية القاطنين بالخارج، وهذا ما نقترحه عليكم هذا الأسبوع. نتابع. مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي على برنامجكم قناة أطلس. عادل فرقان مرة أخرى يستضيف ضيوفا مميزين، اليوم مع الصحفي الرياضي دافيد أستورغا. كما نتعرف على أبدال، فنان مغربي مقيم بفرنسا يحكي لنا مساره. في فقرة مغاربة أمريكا نتعرف على التقني كامل التويمي، ونختم مع الملاكم عبد النبي الحسيبي. عادل فرقان يحاور الصحفي دافيد أستورغا، يعرفنا بمساره عن الرياضة والاقتصاد وعن علاقته بالمغرب. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'entretien de Canal Atlas et nous sommes avec David Astorga. David, c'est un plaisir de vous recevoir ici dans l'entretien de Canal Atlas. Bonjour. Mais c'est un plaisir pour moi. Merci d'être avec nous. Adil, bonjour. David, on va parler évidemment de 3 grandes périodes vous concernant. Votre passage en tant que journaliste sportif, foot, votre spécialisation aussi, y compris des sports de combat, les aventures, votre sensibilité, vos engagements, et puis aussi votre regard qui est porté en direction du Maroc. Ça vous va? Parfait. Comme programme. David Astorga, dites-moi, comment vous vous êtes retrouvé journaliste sportif? Est-ce que vous vous êtes réveillé un matin comme beaucoup en vous disant « je vais être journaliste sportif moi » ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est arrivé il y a déjà pas mal de temps. Moi, je voulais être journaliste économique en fait, au départ. Et en plus journaliste parce que dans mon esprit c'était les voyages, les découvertes, les rencontres et puis raconter des histoires. Moi j'adorais écrire et donc j'étais parti sur le journalisme économique et puis les circonstances ont fait que j'ai rencontré des gens qui m'ont amené à devenir journaliste sportif. Alors après la vérité c'est que moi j'ai toujours été sportif, j'ai fait du foot depuis que je suis petit. Mais j'avais jamais pensé à devenir journaliste sportif. C'est arrivé, tant mieux. Dernière question sur le chapitre, votre passage à TF1. Quel est vraiment le moment le plus important, le plus fort avec la relation avec les Bleus, avec TF1? Qu'est-ce que vous en tirez comme bilan? Si on devait faire un état des lieux, rapide. Bon, le moment le plus fort en tant que professionnel. C'est d'avoir commenté la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Parce que commenter une Coupe du Monde quand on est journaliste sportif, c'est un aboutissement aussi. Donc ça, c'est le moment le plus fort. Après, avec les Bleus, il y a eu beaucoup de moments intenses, on va dire. Pas forcément joyeux. J'adore, intense. Mais à nous de comprendre, hein, intense. Non, parce que c'est très difficile et ça rejoint ce que je disais sur la proximité. Le fait de connaître Lilian Thuram, ça m'a ouvert beaucoup de portes avec les Bleus. Ça, c'était très important parce que grâce à lui, j'ai pu me retrouver pendant 1 heure à Santiago Bernabéu avec Zinedine Zidane, juste après son transfert au Real Madrid. Si j'étais pas passé par Lilian, je l'aurais jamais fait. Tout en étant journaliste à TF1, etc., en ayant des connexions. Il le fait parce qu'il sait que je suis copain avec Lilian. Donc ça ouvre des portes. Voilà, ça c'était un moment très très fort parce que j'ai pu le faire. On a fait 45 minutes à Santiago Bernabéu à une époque exceptionnelle. Alors souvenez-vous, on disait il vaut un Airbus, etc. C'était une folie autour de lui. C'était 75 millions d'euros, c'était le plus gros transfert, etc., etc. Et il nous avait accueillis. Ça, c'était un moment important. Après. Vous êtes toujours d'ailleurs en relation avec eux, avec Zinedine Zidane par exemple, qui est un peu le patron là. Il est le patron de tout maintenant. Hein. Je ne suis pas en relation directe des avec entraîneurs. Lui, mais oui, je vois toujours Lilian, Claude, etc. On se parle quelques fois, mais surtout il y a cette continuité avec France 98, parce que Bernard Diomède, qui était petit bonhomme, hein, comme l'appelait Aimé Jacquet, qui a une fondation un peu foot et citoyenneté, etc., voilà. Qui travaille aussi à la Fédération française de football, puisqu'il est coach d'une catégorie de mineurs. Et tous les ans, il organise un match pour promouvoir sa fondation, etc. Des matchs de gala, absolument. Et ils sont tous là. Hein. Il y a 98, ils sont tous là. Ils sont tous là. Allez, on va laisser maintenant derrière nous, si vous le voulez bien. Vous regrettez pas TF1? Non. Non. Ah mais c'est...
C'est joliment dit, j'aime bien. On me pose souvent cette question. Ouais. Parce que les gens pensent que je suis parti avec perte et fracas. Pas du tout, j'ai de très bon rapport avec eux. Alors, paradoxalement, vous avez laissé le foot et vous avez embrassé les sports de combat. Pour quelle raison? Alors là, c'est vrai que moi, c'est une question qui m'a un peu tordu le cerveau. Pourquoi? Je sais pas, je me suis dit, alors le foot quand même très fédérateur, et vous voilà maintenant à la tête d'un talk sur une chaîne de grande écoute, et vous parlez... De MMA. De MMA. D'arts martiaux mixtes. Évolution, changement, opportunité aussi. Moi j'ai un camarade que j'ai croisé à Canal+, qui m'a proposé, à un moment où je faisais plus de télé, qui m'a proposé de travailler sur ce sport. Je ne connaissais pas au départ. Et il a su me convaincre que ça finirait par m'intéresser. Ça m'a intéressé très très vite. Ouais. Vous êtes amateur de sport de combat? Au départ, pas forcément. Pas forcément? Non, pas forcément. Mais j'ai plongé dans cet univers qui est l'UFC, c'est un univers fantastique. Et alors? Et qui est très intéressant parce qu'en termes de... Complexe, hein? Pourquoi complexe? C'est compliqué quand même les sports de combat, hein. L'univers, quand on est dans les coulisses. C'est un univers particulier, mais je trouve que l'UFC c'est la meilleure promotion possible pour les sports de combat. Après, certains vont vous dire que c'est violent, etc. Je ne le nie pas, c'est violent. D'accord, vous voyez du sang, vous voyez des coups, des frappes au sol, etc. Après, quand vous comprenez que ces athlètes-là se préparent à ça toute la semaine, hein, c'est-à-dire que vous prenez un coup, je prends un coup, c'est pas la même chose que si Conor McGregor prend un coup. Donc, il est préparé à ça, il est préparé à en donner, il est préparé à encaisser, etc. Mais c'est un univers qui est très intéressant parce que il y a beaucoup de choses qui se jouent. Ce sont des hommes et des femmes qui se tapent dessus quand même. Hein. Donc il y a de l'affrontement, il y a beaucoup de tension, mais c'est un show. C'est très dur en image. Hein. Oui, c'est dur. Pour un gamin, je parle. Hein. Quand un gamin nous regarde, c'est violent, non? C'est le mot. Oui, c'est violent. Oui, c'est violent. Mais il y a des warnings. Hein. Vous savez, certains endroits où c'est interdit aux moins de 16 ans, etc. etc. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que vous pouvez toujours interdire aux moins de 16 ans, il y a Internet. Donc, sur Internet, ils regardent. Hein. Donc, voilà. Mais moi, je trouve que l'univers est fascinant. L'univers est fascinant. L'organisation de l'UFC a beaucoup de moyens. Ils vous font partager le quotidien des athlètes, leurs entraînements, etc. Donc, je trouve qu'en termes de télévision, en plus, c'est un super produit. C'est le meilleur produit sportif que j'ai vu de ma vie. Je vous ai vu, vous êtes très à l'aise. Hein. Vous incarnez votre programme, votre émission. Vous êtes un vrai showman aussi, hein? Vous êtes passé d'un journaliste, commentateur vedette de TF1 et je vous vois... Elle est là l'imposture. En tant que présentateur... Elle est là l'imposture. Elle est là l'imposture. C'est que la vérité... Non, mais la vérité, c'est quoi? C'est que c'est de la télé. Oui. Et que moi, mon camarade qui est venu me chercher, avec le producteur Benjamin Allemand, qui est venu me chercher pour cette émission, quand il m'a proposé l'émission, je lui ai dit, mais Benjamin, je ne connais rien à ce sport. Il m'a dit, mais c'est pas grave. Tu sais lire un conducteur, tu sais faire de la télé, tu sais présenter une émission. C'est ce que je cherche dans un premier temps. Il me dit, après, le reste, ça viendra. Mais je vois, vous êtes un vrai showman. Tu vas t'intéresser. Oui, mais je suis bien aidé. Donc, c'est d'autant... Les premières émissions, oui, c'était un peu compliqué parce que j'étais dans un truc très scolaire. Mais très très vite, je me suis senti à l'aise parce que c'est un plateau de télévision et que c'était devenu mon univers naturel et que c'est du sport. Mais aujourd'hui, la vérité, c'est que avec toute cette expérience, etc., là, je fais du MMA, je pourrais faire du tennis demain, je peux faire de la politique, je peux faire ce que vous voulez aujourd'hui. Un journaliste, ça reste un journaliste. Bah oui, parce que oui, mais au départ, vous êtes sectorisé. Vous allez vous sectoriser parce que ça vous sécurise quelque part. Et ça sécurise aussi souvent les employeurs. Mais avec l'expérience, vous êtes amené et vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Alors finalement, avant de passer donc au dernier chapitre, David Astorga, le foot, les sports de combat, le sport plus généralement. Est-ce que c'est pas un vecteur de lien social, un vecteur de réussite? Vous, comment vous percevez tout ça et comment peut-on considérer justement le sport comme vecteur de quoi finalement? Ça représente quoi pour vous, journaliste sportif David Astorga? Là, on parle vraiment aux jeunes. Je préfère faire une réponse de citoyen plutôt que de journaliste. Je vous en prie. Déjà, je trouve qu'on accorde beaucoup trop d'importance au sport. Pourquoi? Parce qu'on demande beaucoup aux sportifs, en termes d'exemplarité, etc. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec ça. Et on demande beaucoup au sport. Et j'ai le sentiment que, surtout depuis 1998, les politiques aiment se reposer sur le sport. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ne font pas, ils vont demander au sport de le faire. Ça, je trouve ça malsain. Et je trouve aussi malsain
que des personnages de premier plan au niveau politique se permettent d'intervenir dans des débats qui ne les concernent pas. On a une Aïsna, qu'est-ce que les politiques avaient à voir là-dedans? L'affaire Benzema. La grande affaire Benzema. Qu'est-ce que Manuel Valls a à voir là-dedans? Je comprends pas. Je comprends pas qu'on se serve du sport pour ça. Le sport, c'est le sport. C'est le sport où il est. Après, on est dans une société où, effectivement, le sport a permis de voir émerger des nouvelles têtes, de faire comprendre des choses à ceux qui étaient réticents à ces nouvelles têtes, à cette colorisation du paysage, voilà. Donc, pour ça, oui, on aime le sport, on doit promouvoir le sport. Après, je dis attention. Ces dernières années, on fait croire aux jeunes que via le sport, tout va bien se passer et qu'on va tous être frères, on va tous être copains, etc. C'est ce qu'on a essayé de vendre avec Black Blamber, ce qui n'est pas vrai. La société, elle est dure, elle est très très dure. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on va vers une amélioration des rapports entre les uns avec les autres, même si je pense qu'il y a plus de conscience chez les jeunes. Oui. Je pense qu'il y a plus de conscience. Même si je considère que la société est dure, je pense qu'on va vers le mieux. Parce que je pense qu'on réfléchit dans un sens plus intelligent aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Dernière question avant de passer sur le sujet du Maroc. David Astorga, est-ce que vous connaissez Ghani Yalouz, oui, qui est le directeur technique de l'INSEP? Personnellement, mais de nom, oui. Je vous parle de lui parce qu'il est originaire du Maroc, mais je vous parle de lui, est-ce que vous considérez qu'il est un modèle d'exemplarité? Alors pareil, quand on pense au sport, pareil, je vais dire oui et non. grand champion de la lutte. Oui, mais qui arrive au plus haut sommet, pareil là, à l'INSEP, directeur technique. Oui, mais après, ça vous fait sourire? Non, parce que je me méfie toujours de ça. Je me méfie toujours de ça. Vous me parlez de Ghani Yalouz, et vous allez me dire oui, c'est un exemple pour nos jeunes, etc. C'est vrai. Mais pourquoi ça me pose un problème? On devrait plus être là. On devrait plus être là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, relever le parcours de Ghani Yalouz, qui est super, qui est génial, que je respecte beaucoup, je dis que relever ça, aujourd'hui, c'est entretenir le débat. Et que pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de débat. Il ne devrait plus y avoir de débat. Ghani Yalouz, il a son parcours de sportif. S'il est arrivé là, c'est parce que les gens qui l'ont mis là ont pensé qu'il avait les compétences pour le faire. D'accord? Que si Emmanuel Macron a choisi Laura Flessel, c'est parce qu'il pense qu'elle a les compétences pour le faire. Si Jean-Marc Mormec est à son poste, c'est parce qu'on pense qu'il a les compétences. Délégué ministériel, absolument. Moi, je ne pense pas qu'on choisit les gens pour leur origine aujourd'hui, pour calmer les foules, pour dire aux jeunes, mais regardez, on intègre. Il faut arrêter les jeunes aujourd'hui qui sont maghrébins, qui sont noirs, etc. Ils sont nés ici, ils sont français. Il faut arrêter ces débats. C'est pour ça que je dis attention. Et même nous, on a tendance, naturellement, à se féliciter. À se dire, ah putain, c'est bien quand même, hein, t'as vu. Et je pense que c'est... C'est l'inconscient. Oui, c'est l'inconscient, oui, David Astorga. Oui, mais je sais, je suis le premier à me satisfaire de ça. Mais j'évite de le divulguer, en fait, de divulguer ma pensée là-dessus, parce que je pense que c'est prêter le flanc, justement, au retour de bâton. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On nous explique, beaucoup pensent, à tort, que Karim Benzema n'est pas en équipe de France parce qu'il est d'origine maghrébine. C'est pas vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais beaucoup pensent le contraire, David Astorga. Il y a une réalité. Oui, c'est que beaucoup, et ils sont nombreux à penser le contraire. C'est pour ça que c'est dangereux. Donc moi, je suis le premier à me féliciter de la réussite de nos camarades, mais je dis aussi attention, n'entretenons pas ce débat. On a des gens qui sont dans la politique, qui sont à leur place dans la société. Voilà. Et c'est tout ce qu'il faut considérer. C'est que s'ils sont là, ils sont à leur place. Personne ne fait de cadeaux. La société est trop dure. La France est un pays difficile, notamment avec ces questions. Si vous êtes là, c'est qu'on vous fait confiance. Et c'est le plus important. Même si le combat est fatal? Fatal. Dur? Laborieux? Oui, périlleux. Mais il est dur, il cessera jamais. Nous, il faut pas qu'on soit dans une posture à se dire on va gagner ce combat là demain. Non, on va se battre, nos enfants vont se battre aussi. Mais nous, ce qu'on doit faire, c'est que ce soit beaucoup moins difficile pour eux. C'est tout. Et qu'à un moment, on arrive à une situation qui soit satisfaisante pour tout le monde. C'est ça le plus important. Mais aujourd'hui, ceux qui sont des exemples pour notre jeunesse, oui, ça reste des exemples de toute manière. Ouais. Alors, puisque vous animez une émission de sport de combat, on prend beaucoup de coups.
Mais il faut rester debout. En gros, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est que ça va être dur, mais on reste debout. On prend des coups, mais on reste debout. Il faut en donner aussi. Vous savez, il faut en donner. Mais oui, parce que dans les sports de combat, qu'est-ce qui reste? Moi, c'est ce que j'ai appris avec les sports de combat, c'est le respect. C'est le respect. Vous avez raison. C'est hyper important, le respect. Vous savez, il y a une phrase qui me choque. Je crois que c'est Nicolas Sarkozy qui l'avait dite. C'était « La France, tu l'aimes ou tu la quittes ». Et personne ne lui a jamais dit « Vous savez, monsieur Sarkozy, pour qu'une relation amoureuse fonctionne, il faut que ça aille dans les deux sens. » Et oui. C'est vrai. On ne peut pas dire aux enfants... Comme un couple. Évidemment. On ne peut pas dire aux enfants « La France, tu l'aimes ou tu la quittes ». Commencez par dire « Je t'aime ». Absolument, c'est vrai, c'est un joli mot. David Astorga, dernier chapitre, avant de rendre l'antenne. Vous connaissez le Maroc? Oui. Un petit peu. Un petit peu. Vous avez vos habitudes là-bas? Quand vous vous rendez au Maroc, est-ce que c'est quoi? Il y a quelques villes qui vous connaissez? Marrakech, Casa, Tanger, Je me suis rendu au Maroc 4 fois déjà. Enfin 4 fois, dans 4 endroits différents. À Marrakech, à Rabat, à Tanger et à Casablanca. Mais je ne dirais pas que je connais le Maroc. J'y suis allé, j'aime beaucoup y aller, mais je ne dirais pas que je connais. Et à chaque fois, qu'est-ce que vous ressentez? C'est quoi? C'est l'hospitalité marocaine? C'est la gastronomie marocaine? C'est une douceur de vivre. C'est une douceur de vivre, tiens. Ouais, c'est une douceur de vivre que je ressens. Climat évidemment plus que généreux. Facilité dans les rapports humains. Et ouais, parce que dans douceur de vivre, vous allez mettre le confort que vous pouvez y trouver, la nourriture. Ouais, j'aime être au Maroc, ouais. Je dois dire ça. Non, mais vous dites avec beaucoup de... Alors, je vous dis ça parce que ça me permet aussi une belle transition. Paraît-il, vous allez me confirmer ou m'infirmer. Alors, un beau défi vous attend, c'est que le Maroc vient de faire appel à vos talents, à vos compétences, à votre expertise, et vous allez être nommé à la tête d'une grosse rédaction sport. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. C'est quelque chose. C'est dans les tuyaux, mais c'est quelque chose qui pourrait. Vous laisser embarquer dans cette aventure? Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui au Maroc. Il va y avoir le championnat d'Afrique des Nations, le fameux CHAN. Oui. Voilà, il y a un championnat qui est intéressant de foot. Il y a la qualification 20 ans après 1998 pour la Coupe du Monde. Il y a la candidature du Maroc aussi pour la Coupe du Monde 2026. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc il y a des challenges, des défis à relever. Et c'est vrai que le Maroc fait appel à moi en ce moment et j'ai répondu favorablement parce que c'est une évolution pour moi et c'est un vrai défi. Et voilà, le projet est hyper intéressant et puis la possibilité d'aller découvrir le Maroc, parce que y aller comme ça pour des sauts de puce, c'est pas connaître le Maroc et moi j'ai envie de connaître le Maroc. Vous connaissez le championnat de foot? La Botola. La Botola. Ouais, je lis, je m'intéresse, oui. Ouais. Je sais qu'il y a des petits soucis en ce moment, mais voilà. J'ai pas encore choisi entre le WAC et le Raja, mais on m'a conseillé de ne pas choisir. De vous maîtriser globalement le sport au Maghreb, au Maroc, oui. Oui, je suis je suis en contact permanent avec beaucoup de journalistes sportifs sur le continent. Donc oui, je m'intéresse à ce qui se passe, oui. David Astorga, ce sera ma dernière question. Une question que je pose évidemment à tous mes invités dans l'entretien de Canal Atlas. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, quel regard portez-vous dans tout ce qu'il entreprend, dans ce Maroc nouveau, moderne? Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui c'est un modèle pour le monde arabe et puis aussi pour le reste du monde? Bref, qu'est-ce que cela vous inspire? Sa Majesté le Roi Mohammed VI est un monarque éclairé. Et je sais qu'il a pour ambition d'entraîner avec lui les chefs d'État du continent et je pense qu'il est sur la bonne voie. Et d'ailleurs, il fait des émules parce que on voit que le royaume saoudien aussi c'est vrai, commence à évoluer, donc à évoluer vers on va dire une philosophie qui m'est proche, qui m'est familière, donc je vois que les choses évoluent et c'est bien, et c'est dans le sillage de Sa Majesté Mohammed VI. Merci infiniment, merci beaucoup David Astorga. Merci, c'est un plaisir. Et est-ce que vous m'autorisez à vous souhaiter une belle aventure, si vous acceptez
ce challenge au Maroc? Inch'Allah. Inch'Allah. Ce sera le mot de la fin. Voilà, absolument. Merci David Astorga. Merci beaucoup. Restez fidèles, à très bientôt et portez-vous bien. عبد الرحيم مزيان أو أبديل فنان وممثل جاء من فرنسا ليروي مساره الفني والشخصي الذي طبعه التحدي والمقاومة من أجل بلوغ أهدافه الفنية. Bonjour, je m'appelle Maziane Abderrahim, je suis surnommé Abdé, j'ai 37 ans, je suis chef d'entreprise à Paris dans la décoration de béton ciré et d'autres produits décoratifs. En même temps, j'étais basketteur semi-pro et je joue toujours à mon âge, à 37 ans, à Neuilly-sur-Marne, parce que le sport me sert par rapport à la qualité de vie et mon physique. Et j'ai une autre casquette depuis peu de acteur et modèle atypique, dû à la maladie que j'ai depuis mon enfance, qui est une dysplasie ectodermique qui m'empêche de transpirer et je suis imberbe de la peau et une pigmentation du visage. Donc avec tout ça, j'en ai fait une force et j'essaie de mettre des pions un peu partout pour pouvoir avancer dans la vie et de moi-même. Et c'est pour ça que je suis venu au Maroc par rapport au biais de Khalid El Kandili pour pouvoir travailler avec le Maroc et les jeunes par rapport à la formation. Mon parcours professionnel, j'ai été étudiant à Charleville-Mézières dans les Ardennes, à la frontière belge. Donc j'ai fait mon bac scientifique dans les Ardennes. Après j'ai bougé un peu partout en France pour trouver ma place parce que c'était pas facile, parce qu'on s'arrête toujours au jugement du physique. Donc j'ai pas voulu taper très bas par rapport à ce qu'on m'a donné, donc j'ai voulu faire les choses très haut. Et donc je me suis donné les moyens d'aller un peu partout en France. Et c'est pour ça que, en faisant des formations dans la décoration autodidacte, ça m'a permis d'ouvrir mon entreprise et de revenir sur Paris pour démarcher le marché de la décoration de haut de gamme. Et par rapport à tout ça, en fin de compte, encore une fois, le sport m'a aidé à me relever, à affronter les étapes et les bâtons. Et c'est pour ça qu'en National 2 à Charleville-Mézières, ça m'a aidé à me faire respecter. Parce que si vous avez une notoriété, que ça soit dans le sport, au travail ou à l'école, on va vous respecter parce qu'il faut s'accepter soi-même avant que l'autre vous accepte, tout simplement. Et donc, j'en ai fait une force encore une fois. Et c'est ce que je veux faire avec les jeunes, comme au basket, comme je suis président et joueur. J'aide les gamins au club. Je suis un intermédiaire de tout ça. Et c'est pour ça que je commence à voir au Maroc si je peux pas faire la même chose par rapport à l'entreprise, par rapport à mon physique, de pas s'arrêter à un handicap ou autre, à une différence tout simplement, parce que pour moi c'est une différence et même pas un handicap. Et de faire passer le message pour que chacun et chaque personne, chaque enfant ou chaque jeune adulte puisse réussir sa vie par rapport à ce qu'il veut et non pas ce qu'on lui impose.
Donc par rapport à tout ce qui est cinématographique, j'ai commencé il y a 2 ans. Je devais commencer depuis longtemps, mais j'étais pas prêt moralement et prêt physiquement parce que j'ai eu une grosse opération en 2015 de la mâchoire. Donc je vais refaire un problème de dentition. Et donc tout était calculé de ma part. C'est que je me suis mis dans la photographie. J'ai beaucoup de photographes quand ils m'ont vu une première fois dans une agence à Paris. Ils ont voulu absolument m'avoir parce que je suis atypique, je suis grande taille, j'ai une prestance comme on dit. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait les plateaux télé de C'est mon choix sur la TNT française. Après j'ai fait quand même M6, une journée importante pour les maladies rares. Et j'ai fait, il y a pas longtemps, au mois de juin, j'ai fait Salut les terriens de Thierry Ardisson. Donc ça m'a donné une bonne visibilité. Et derrière ça, il y a Luc Besson et un exemple dernièrement, Roche Dizem, qui m'ont repéré pour faire des rôles pour les prochains films de 2018. Et à côté aussi, je fais les youtubeurs français pour faire du buzz, pour me faire voir. Comme ça, je suis égéré de moi-même, en fin de compte. Et grâce à cela, ça va m'aider à me développer et à promouvoir, que ça soit moi par rapport à l'homme, la France où j'ai vécu, parce que on choisit pas entre la France et le Maroc. Mais mon pays d'origine, j'aimerais bien l'aider par rapport à tout ça pour ouvrir les portes. Et on sait que le Maroc, il est respecté pas dans le monde. Mais si je mets ma petite touche, ça serait sympa. Et c'est pour ça que, d'un côté, je fais des allers-retours au Maroc, et d'avoir des contacts comme Khalid, c'est intéressant pour développer tout ça. Par rapport au Maroc, les projets professionnels, c'est par rapport à tout ce qui est école d'apprentissage. C'est-à-dire que moi, par rapport à ma boîte, ça fait 10 ans que j'ai mon entreprise. J'ai déposé des marques par rapport aux produits, par rapport à la qualité française. Je me suis formé par le biais des gros groupes français. Et donc, par rapport à tout ça, j'aimerais bien moi-même, étant donné que je passe du côté artisan à l'industriel, j'aimerais bien développer ma marque au Maroc, en fin de compte. Les usines sont à Casablanca et les écoles professionnelles qui est type comme en France, le Greta et l'AFPA, ça existe à Rabat, à Casa, à Marrakech, à Tanger. J'aimerais bien passer par ces groupes-là pour former à travers un label, on va dire, de décoration, enduit décoratif, béton et même le tas de lac marocain, de le reformuler et de pouvoir former les jeunes pour qu'ils puissent eux-mêmes être assez aigus et pointus sur la qualité et le luxe française, parce que c'est inné en France, vous le savez, par rapport au groupe. Et le Maroc a l'artisanat. Donc on fait un mix de tout ça et le Maroc peut être très respecté. Les petits jeunes, ils peuvent rester soit en France ou soit, pourquoi pas, être appelés par des grandes marques et des grandes entreprises en France. Et tout ça, c'est pour, encore une fois, valoriser le Maroc, le savoir-faire marocain. Et moi-même, ça m'ouvre les portes par rapport aux écoles, parce qu'en France, il y a énormément de marques, donc c'est très fermé, le système est très fermé. Donc le Maroc pourrait m'aider par rapport à ça, et moi, en contrepartie, j'aide de l'artisanat et les écoles à se développer. J'essaie toujours, comme j'ai fait dans tous les domaines, j'essaie de tout provoquer. C'est moi qui provoque. Comme là, le rendez-vous avec Khalid El Kandili, c'est l'intermédiaire de mon ami Mohamed Temar, où on a provoqué le rendez-vous pour commencer par rapport aux médias marocains et par rapport à Canal Atlas. Donc, c'est un bon début pour moi. Et indirectement, dernièrement, comme je vous ai dit, il y a le Marocain Roche Dizem, qui est réalisateur en France et acteur,
qui m'a repéré. Et j'aimerais bien un jour participer au festival du cinéma de Marrakech et pourquoi pas rencontrer et tourner avec d'autres acteurs marocains comme Jamel Debbouze ou encore une fois Roche Dizem. Et tout ça, c'est, comme je dis souvent, il faut garder les pieds sur terre mais avoir la tête dans les étoiles, tout simplement. Faut pas choper la grosse tête mais il faut rêver. Il faut montrer aux enfants que l'école, ça apprend la discipline, le respect et tout ça, mais il faut leur apprendre à rêver, de dire moi aussi je peux réussir ma vie, mais tout en gardant les pieds sur terre. Et c'est ce qui permet le cinéma d'être une star, quoi. Mais ça fait connaître le Maroc encore une fois, mais dans un autre domaine. Humainement, je suis quand même un cas particulier par rapport à la maladie. Je me victimise pas, surtout pas. Il faut pas se victimiser et il faut s'accepter, que la famille accepte l'enfant qui a une différence. Il faut pas le nier, faut l'éduquer normalement comme un enfant normal. Et puis le mot norme, il veut rien dire aujourd'hui. Donc moi je dis aux mamans, il faut pas culpabiliser parce que une maman le culpabilise toujours quand un enfant il a une maladie ou même un bouton ou quand il a un petit bobo. Donc il faut qu'elle se dise que l'enfant il a une force, enfin c'est une force de la nature. Et si on a un minimum, nous les musulmans quand même, on a un minimum de croyance et de foi. Donc il faut dire c'est un signe de Dieu, tout simplement. C'est que moi par exemple je suis messager indirectement. Malgré mon âge, on va dire que je suis très sage comment je parle ou comment je donne des conseils ou comment j'aide beaucoup les gens. Eh ben, cette maladie m'a donné une force d'être très sociable. Mais c'est toujours moi qui vais faire un effort. Mais en fin de compte, ça me dérange pas du tout. Donc le truc, c'est de respecter les gens que vous avez en face de vous et surtout pas de les juger à leur physique, à une carapace. Parce que ce qui compte, c'est l'intérieur et ce qui vont le message, c'est ça. Il n'y a pas de couleur, il y a juste un squelette et l'humain, c'est le plus important. Je voulais remercier avant tout Canal Atlas et Redouane qui est venu m'accueillir. Je voulais remercier beaucoup Mohamed Temar qui m'a mis en relation avec Khalid El Kandili que j'espère rencontrer et faire un long chemin avec lui. Et remercier tous les gens pour ce que je suis devenu et c'est qu'un début. Donc merci tout le monde. وننتقل إلى نيويورك لنلتقي بكاميل تويمي الذي ترك المغرب سنة 2006 من أجل متابعة دراسته وتنقل بين عدة مهن قبل أن يستقر كمسؤول تجاري بإحدى كبريات شركات الطباعة بنيويورك. Je m'appelle Camille Benjeloun Twimi, je suis marocain. Je suis venu aux États-Unis en 2006. Je suis venu pour étudier. Une fois que j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler à New York. J'ai travaillé en vente pendant quelques années et j'ai commencé à travailler ici à MakerBot en 2014 parce que j'étais attiré par la technologie. C'est une technologie nouvelle et j'ai commencé en vente ici à MakerBot et maintenant je dirige les revendeurs dans le territoire nord-est des États-Unis. Alors, il y a trois façons qu'on peut imprimer quelque chose en 3D. La première façon, on peut prendre un scanner et faire un scan d'un objet. Par exemple, on peut faire un scan de ma tête. Ça va créer un fichier 3D. Ensuite, on peut imprimer ce fichier. La deuxième façon, ça serait de le créer soi-même, de créer quelque chose du début. Et la troisième, ça serait de télécharger quelque chose qui a déjà été créé par quelqu'un d'autre, ensuite l'imprimer.
façon dont ça fonctionne, c'est que on prend un fil de plastique très fin et l'extrudeur, elle chauffe le plastique et elle étale le plastique couche par couche sur la table d'haut en bas pour créer l'objet. Alors ça sort, mais c'est pas tellement chaud que ça te brûle, mais c'est chaud. Alors notre compagnie a créé un site, c'est comme une bibliothèque de fichiers 3D. Alors je suis allé sur notre site et j'ai téléchargé un fichier qu'on va imprimer. Et là, je suis dans notre logiciel où je peux choisir les paramètres d'impression. Alors la résolution et à quel pourcentage l'objet est vide ou rempli. Alors là, je vais imprimer un boulon pour montrer qu'on peut créer quelque chose qui fonctionne avec une imprimante 3D. Alors ça a pris à peu près 20 minutes et on a pu finir notre boulon. Alors très facilement. Hop. Après, on enlève. Et voilà. Alors je suis arrivé aux États-Unis en 2006. J'ai fait mes études à Long Island. Une fois que j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler à Manhattan. J'ai travaillé en vente, j'ai vendu plusieurs différentes sortes de produits. Après, en 2014, j'ai commencé à travailler ici à MakerBot parce que c'est une nouvelle technologie qui m'intéressait beaucoup. Et au fur et à mesure, j'ai grandi dans cette compagnie. J'ai commencé en vente. Après, je suis devenu manager de l'équipe de vente. Et maintenant, je manage le territoire des revendeurs dans la partie nord-est de New York, de Washington jusqu'à Boston. Là, on est chez MakerBot. On est le leader d'impression 3D de bureau. Et voici quelques-uns de nos créations. Mes origines marocaines ont beaucoup d'influence sur mon travail parce que je trouve que tous les Marocains, on adore raconter les histoires et on raconte nos histoires avec beaucoup de passion. Et pour être un bon vendeur, il faut avoir beaucoup de passion. Alors, ça m'aide avec mon travail. Voilà une petite version de notre dinosaure. Après, si on vient ici, ça c'est un des designs que moi je préfère. C'est un cœur qui fait tourner, qui est très sympa. C'est juste le pouvoir de l'impression 3D. C'est quelque chose qui a été créé en quelques heures pour presque rien. Je ne sais pas où le futur va m'emmener. Pour le moment, j'adore vendre, j'adore cette technologie. Alors je pense continuer dans ce métier pendant quelques années. C'est des exemples, c'est un insecte et un poisson. C'est des bons modèles qu'on peut utiliser pour expliquer l'anatomie d'un insecte, par exemple. Alors, on peut voir tous les détails et ça a pris plusieurs heures. Ça a pris à peu près un jour pour imprimer toutes les pièces de cette mouche. Alors ça a été imprimé tout en un coup. Mais cette mouche a été imprimée en quelques parties. On peut voir les yeux ont été imprimés séparément des autres parties et on l'a assemblé ensemble en utilisant un petit peu de colle. L'endroit dont les imprimantes 3D de bureau sont le plus utilisées, c'est dans les écoles. Alors, les enfants, à un très jeune âge, doivent penser que s'ils pensent à quelque chose, ils peuvent le créer. Et l'impression 3D leur donne cette possibilité. Alors, ça, c'est un exemple de quelque chose qui a été créé par un enfant, où ils ont dû concevoir un bateau et
ce qui est important, c'est qu'ils ont dû traverser plusieurs versions pour avoir leur produit final. Alors ça les apprend à résoudre des problèmes et de customiser et d'être créatifs. Alors maintenant, on va aller à Brooklyn Bridge, où j'aime faire mon jogging. Alors, je suis venu aux États-Unis en 2006 pour faire mes études. Et j'ai choisi New York pour la ville où faire mes études. Je voulais aller en Californie en premier parce que je voulais étudier les films. Mais c'est un peu trop loin du Maroc. Et pour voir ma famille, c'était un peu trop difficile, alors j'ai choisi New York. De s'adapter à la culture américaine, quelque chose de simple. Pour aller au supermarché ici, c'est choquant qu'il y ait 10 millions de différents produits. J'étais habitué à avoir 2 genres de ketchup, par exemple, quand j'allais au supermarché. Alors le capitalisme était difficile à s'adapter aussi. New York, c'est une très grande ville. La première fois que je suis descendu dans la ville, je me sentais comme une fourmi dans une fourmilière parce qu'il y a vraiment énormément de monde ici. Alors ça prend du temps de s'adapter. New York aussi, c'est une ville qui va très rapidement et s'adapter au rythme, ça prend du temps. La culture américaine, ça a juste pris du temps. Ça m'a choqué que quand je commandais un plat, il y avait une portion pour 3 personnes. Mais au fur et à mesure, avec du temps, tu t'habitues. J'avais beaucoup d'amis qui sont allés à l'école avec moi et ça a rendu la vie beaucoup plus facile. On était tous ensemble en tant que Marocains, en tant qu'internationaux, on va dire. J'avais pas de l'aide locale, mais j'avais mes amis qui avaient la même expérience que moi. On prenait le temps de s'adapter entre amis. Alors un conseil que je donnerais aux jeunes Marocains qui aimeraient venir aux États-Unis, c'est de prendre le risque. Les choses que tu apprends quand tu changes de pays sont vraiment exceptionnelles. De voir que les Américains, même s'ils viennent d'un autre pays, il y a beaucoup de choses dont on est similaires. Et c'est beau de voir que les personnes de partout dans le monde, on peut tous s'entendre et de voir de la même manière, ou même si on ne voit pas de la même manière, au moins de se respecter et d'essayer de comprendre l'autre point de vue. Et ici aux États-Unis, c'est vraiment l'endroit, je trouve, au monde où on accepte l'autre point de vue le plus. On vient d'arriver à McLaren Park. C'est un parc où j'aime venir jouer au foot parce que le foot, c'est quelque chose qui me rappelle beaucoup le Maroc. Et c'est un parc, ça dépayse beaucoup de New York. Ça me rappelle le Maroc aussi parce qu'il y a beaucoup de verdure. Alors là, on va rejoindre mes amis et ma femme à McLaren Park. C'est un parc où j'adore venir parce qu'il fait beau, il y a de la verdure. Et on joue au foot ici et ça me rappelle beaucoup le Maroc de jouer au foot. De quelle région je viens au Maroc? Alors, mon père, il est de Fès et ma mère, elle est de Rabat. Mes parents, en ce moment, ils habitent à Rabat. Alors, je sens que je viens de Rabat le plus, même si mon père, il vient de Fès. Qu'est-ce que c'est important pour moi d'être marocain? La culture. Alors, c'est quelque chose dont je tiens beaucoup. Alors, j'ai toujours mes pantoufles marocaines que je mets toujours partout chez moi et
des fois même pour sortir. Quand je suis venu aux États-Unis, tout le monde m'appelait Aladdin, mais ça m'est égal, c'est quelque chose que je tiens. Je veux garder ma culture, j'aime parler avec mes mains. J'adore la nourriture, l'hospitalité, c'est quelque chose d'important. Des petits traits marocains, je les ressens en moi depuis ma naissance. Ce qui me manque le plus au Maroc, la nourriture. La nourriture marocaine, c'est un des meilleurs du monde. Les tagines et les couscous sont magnifiques. L'autre chose qui me manque beaucoup, c'est vraiment l'humour marocain. Alors avec mes amis au Maroc, on aime vraiment juste simplement s'asseoir entre amis et raconter des histoires et des blagues. Et c'est très simple, mais ça donne beaucoup de vie, si tu vois ce que je veux dire. C'est quelque chose qui donne beaucoup de joie, qui est très simple. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. Oui, je serais très tenté de retourner au Maroc faire un business. Je veux redonner à mon pays. J'ai pas envie de quitter le Maroc et jamais y retourner. J'aimerais beaucoup investir. J'ai une maison là-bas, j'ai mes grands-parents et tous mes cousins et mes cousines. Je me vois en train de rentrer au Maroc dans peut-être 10 ans quand j'aurai plus d'expérience dans ma vie professionnelle. Pour le moment, je ne me sens pas encore prêt parce que le Maroc, c'est quand même un pays un peu difficile où commencer à zéro. C'est pas comme les États-Unis. Les États-Unis, tu peux vraiment être personne et créer un nom pour soi. Au Maroc, c'est pas aussi simple. Mais bien sûr, j'aimerais y retourner. Alors, je veux passer le bonjour à ma mère, mon père, toute ma famille. Myriam, je t'aime beaucoup et j'espère te voir très bientôt. Gros bisous. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my, discover what's deep inside. في فقرة أطلس سبور نزور بلجيكا حيث نلتقي بعبد النبيل حسيبي مدرب ملاكمة يسهر على إعداد ملاكمين محترفين. يؤكد عبد النبيل على أن الرياضة وسيلة لحماية الأطفال من أخطار الشارع ويدعو مغاربة العالم إلى توجيه أبنائهم لممارسة الرياضة. Bon, on a un club, au début, on a bien sûr, comme dans tous les clubs, on a un petit peu, on va dire, ramé, excusez-moi de l'expression, mais je veux dire, voilà, de fil en aiguille, maintenant on a une bonne renommée, on a un bon club, on a de très bons boxeurs professionnels qui s'entraînent chez nous. Et nous, ici, ce qu'on aime bien, c'est, voilà, justement, d'essayer d'enlever les jeunes de la rue et de tout ce qui s'ensuit, de tout ce qui n'est pas bon pour eux, et les amener à suivre ce sport qu'on croit qui est un sport dangereux, mais ici en Belgique, c'est un sport qui est pris vraiment... on va dire, qui est pris en rigueur, donc on essaie de regarder quand même à avoir le moins possible de blessés. Donc la fédération ici fait quand même son possible et tout ce qui s'ensuit. Mais je veux dire ici, ce qui nous motive le plus, c'est que quand même on voit les résultats par rapport aux entraînements qu'on donne, et ça fait toujours plaisir pour les entraîneurs. D'ailleurs ici on a plusieurs entraîneurs. Donc voilà, on essaie d'avoir un groupe plus ou moins bien uni et avoir surtout des piliers bien sûr qui font partie du club. Alors c'est un club qu'on a créé au départ. Moi j'étais boxeur, donc j'ai passé tout ce qui était examen pour pouvoir passer entraîneur-soigneur. Là maintenant on a eu l'opportunité d'ouvrir ce club, on l'a ouvert. Et après ses fruits, après 10 ans, ça porte ses fruits. Donc voilà, on a un très bon club, un très bon groupe. Et on essaye bien sûr comme on dit, ici notre devise c'est
c'est plus facile de traîner que de s'entraîner. Donc c'est ce qu'on dit aux jeunes pour pouvoir les motiver. Et ça les motive un peu. Et voilà le résultat qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, on a de très bons boxeurs. J'ai fait du foot toute ma jeunesse. Enfin, la plupart de ma jeunesse. Mais j'étais quelqu'un qui était comme tous les Arabes, on va dire, on a le sang chaud. Donc j'étais très nerveux sur un terrain. Et le sport qu'il me fallait, c'était ça, quoi. Donc moi j'ai fait de la boxe, j'ai boxé en boxe thaïlandaise, j'ai boxé en boxe anglaise. J'ai fait un parcours. L'autre entraîneur qui donne cours aussi chez moi ici, mais malheureusement n'est pas là aujourd'hui, lui aussi a fait un parcours en poids lourd, donc dans boxe anglaise. Et voilà, et de fil en aiguille, donc je donnais cours dans mon ancien club. Et j'ai remarqué qu'en donnant cours qu'il y avait de plus en plus d'élèves qui venaient s'inscrire. Donc c'est que j'avais la vocation pour ça. Et voilà, j'ai dû passer tout ce qui était examen, tout ce qui sont pour pouvoir ouvrir ce club. Maintenant on l'a ouvert, on en est satisfait, on en est assez content. Justement, aujourd'hui, comme par hasard, aujourd'hui c'est calme. D'habitude ici on ne trouve pas sa place, on tourne à 35-40 élèves. Mais comme c'est les examens, on est en période d'examen. Il y a beaucoup aussi avec le changement de climat, il y a beaucoup de malades. Donc aujourd'hui c'est un peu plus calme. Mais sinon on tourne quand même entre 35 et 40 élèves. Donc c'est pas peu. Mais moi j'ai dû reprendre des autres entraîneurs parce que tout ça je m'en sortais pas. Donc il fallait quand même plus d'entraîneurs pour s'occuper plus des jeunes qui sont là. Et l'avantage qu'on a dans ce club, c'est qu'on ne s'occupe pas uniquement que des gens qui boxent en championnat. On essaye de s'occuper, c'est pas toujours évident, mais on essaie de s'occuper des gens, même qui ne boxent pas ou quoi, on essaie de s'occuper un peu de tout le monde. Donc c'est ça qu'on est. On a beaucoup d'entraîneurs chez nous pour pouvoir s'occuper de tout le monde, pour ne pas délaisser les gens et je veux dire priorité à ceux qui boxent. Non, on essaie d'en donner pour tout le monde. Donc c'est ce qui fait la force de notre club et la réputation bien sûr. On est très réputé pour ça parce que les gens ils viennent chez nous en disant que chez nous on s'occupe de tout le monde. Et c'est ça qui a fait la réputation de notre club et on en est fiers, quoi. Au début on a rencontré les difficultés, c'est pour avoir une renommée, il faut certains bons boxeurs dans un club. Donc au début on n'avait pas encore de boxeurs. Moi, j'étais le genre d'entraîneur qui ne voulait pas non plus pousser mes boxeurs à la boucherie, comme on dit. Moi, je voulais que mes boxeurs, quand ils montent sur un ring, qu'ils montent pour vraiment boxer, quoi. Pas mettre quelqu'un pour gagner de l'argent et essayer de le faire boxer et voilà, et gagner sur son dos. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ici, quand je forme quelqu'un, quand il monte sur le ring, c'est pour gagner. C'est ça notre force. On essaie vraiment de... On est pointillé sur ce qui est boxe et tout ce qui est pratique ici sur le ring. Donc tout ce qui est sparring et tout ce qui s'ensuit. Donc on essaie d'encadrer ça au mieux possible pour avoir de très bons boxeurs. Et justement notre renommée c'est ça, c'est qu'ici on a des bons boxeurs pro et qui n'ont presque pas de défaite. Donc c'est qu'on a une très bonne renommée. Et voilà, c'est ce qui a fait la réputation du club. Parce qu'au début, ouais, on a un peu galéré dans le sens où voilà, la renommée n'était pas faite. Donc les parents ne nous connaissaient pas, les parents d'élèves et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, je crois que notre réputation elle est faite. Donc voilà, je suis même obligé de refuser certains gens parce qu'on est complet et on essaie d'avoir de bons résultats par rapport à nos boxeurs. Bah, moi, un conseil que je donne, franchement, il faut aimer. Ça, c'est déjà certain. C'est un sport qu'il faut aimer. C'est pas un sport qu'il faut t'obliger à faire. Parce que obliger quelqu'un à faire un sport de combat qu'il n'aime pas, ça ne sert à rien. Il faut que ça vienne de soi-même. Moi, j'ai fait ça, c'est parce que j'aimais bien. Donc, un conseil que je donne, si quelqu'un aime le sport, qu'aime la boxe, ben, il peut venir essayer, il peut venir tester chez nous, il n'y a pas de souci. Par rapport à ça, nous, on sait voir si le gars, il est bon pour la boxe ou pas. Bon, ça ne veut rien dire non plus, parce qu'il y a certaines personnes qui viennent et qui ne sont pas très douées au départ, mais à la fin, on a de très bons résultats avec eux. Moi, le conseil que je donne, franchement, c'est la boxe, c'est un très bon sport. C'est inutile de craindre la boxe, surtout en Belgique, parce que c'est pas ni un championnat français, ni un championnat américain. Donc ici, c'est quand même assez restreint. On a un conseil que je redonne, c'est de venir essayer une fois pour savoir. Et surtout, d'aimer ce sport avant d'en faire. Parce que ça ne sert à rien de le faire pour essayer de déclencher une bagarre à gauche, une bagarre à droite, ça ne sert à rien. Faut faire ce sport-là parce qu'on l'aime. Et le pratiquer dans la salle, et non en dehors de la salle. Ça, c'est tous les conseils que je donne à tous mes élèves. Je suis iranien, ça fait 13 ans que je suis en Belgique. J'ai 86 combats amateurs en Iran, j'ai été 2 fois champion en Iran. Et après, je venais en Belgique, je fais champion Belgique amateur, je fais ce vite professionnel. Je suis presque 24 combats professionnels.
2008, je suis venu champion Belgique pro. 2012 aussi également. Ici, on entraîne ici 3 fois par semaine chez MB. On est vraiment heureux. Moi, je viens ici pour travailler plus technique. Enfin, moi, ça fait presque 8 ans que j'entraîne chez MB. Et 4 fois par semaine, 3 ou 4 fois par semaine, je prépare avec Imad. Et voilà, on entraîne presque, allez, on va dire 7 sur 7. Une semaine sur 2, on repose un jour. Donc, je suis originaire du Maroc, je suis de Casablanca, de Sbeta. Moi, par rapport au Maroc, je veux dire, nous, on essaie d'avoir justement, par rapport à notre pays, et par rapport au pays où on vit, parce que nous, ici, nous sommes bien sûr immigrés, donc nos parents ont dû travailler ici. Je suis né ici, en Belgique. Mais voilà, j'ai toujours le lien avec le Maroc, parce que je suis quasi chaque année dans mon pays, donc ce qui est tout à fait normal. Et je suis content de pouvoir parler justement au public marocain qui, s'il nous voit et qui nous entend, Inch'Allah. Et voilà, nous, ce qu'on espère, c'est plus tard pour pouvoir faire un petit gala de boxe au Maroc ou ce qui s'ensuit, avoir un circuit pour aller voir là-bas ce qu'on peut faire aussi de bon. Mais nous avons, je veux dire, on est en très bon contact avec le Maroc. On est marocain, donc on ne peut pas le nier. Voilà, donc on est fiers de notre pays et on essaie justement d'avoir une bonne renommée pour notre pays, quoi. Ce que j'ai beaucoup fait au Maroc, c'était la campagne. J'ai aimé tout ce qui était campagne chez nous. Donc le fellaha. Moi, je suis de Calais à l'origine. Et voilà, donc on a un petit peu de tout le monde ici. Il y en a qui viennent de Nador, il y en a qui viennent de Casa, il y en a qui viennent de Rabat. Ici, c'est le concept Benetton, en fait. Il y a un peu tout le monde, c'est un peu toutes les races. Et on est très fiers, bien sûr, quand on parle de notre pays, justement, on essaie d'avoir quelque chose de positif à montrer chez nous, au pays, pour voir qu'ici, même nous, on se débrouille d'après nos moyens, quoi. Si on a l'opportunité de pouvoir aller au Maroc et faire boxer des boxeurs à nous d'ici, pourquoi pas, c'est notre pays, on en est fiers. Donc, ça serait une bonne opportunité pour nous. Le Maroc d'aujourd'hui, il s'est vraiment bien modernisé. Par rapport à avant, il y a plus d'opportunités, il y a plus de liberté, dans le sens où les jeunes, il y a plus de sport, on s'occupe plus maintenant. Il y a des clubs qui s'occupent vraiment bien, il y a des organisations qui font tout pour le sport marocain. Donc c'est bien, parce que quand même maintenant au Maroc, il y a du potentiel chez nous. Il y a du très très bon potentiel au Maroc, mais qui auparavant malheureusement n'était pas exploité. Mais aujourd'hui, on a la possibilité justement de pouvoir exploiter des jeunes boxeurs ou des jeunes sportifs au Maroc. Ce qui est pour nous très positif, dans le sens où ça nous apporte un plus. Parce que sinon, on entend qu'au Maroc, voilà, on sait par rapport à ça, on sait se mettre en contact au Maroc et essayer de faire quelque chose avec eux pour avoir un bon niveau dans les deux sens, quoi. La Belgique d'aujourd'hui, elle nous avait nés, elle nous a vu grandir. Je veux dire, la Belgique d'aujourd'hui, ce qui est bien, c'est quand même, il nous donne assez bien de possibilités, assez bien d'opportunités pour pouvoir faire quelque chose avec le sport. Donc, en Belgique, ils ne laissent pas tomber les sportifs. Au contraire, quand on s'est aidé en sportif, on l'aide ici en Belgique. Il y a plein d'organismes qui peuvent vous aider. Donc, le sport ici en Belgique, c'est quand même, je ne vais pas dire prioritaire, mais il prend quand même beaucoup de place ici en Belgique. Donc c'est important pour nous. La communauté marocaine de Charleroi, dont la plupart de nos parents qui sont venus ici étaient mineurs. Donc voilà, nos parents, nous, on est nés ici, ils ont grandi ici. La communauté de Charleroi, ici, la plupart des gens, on se connaît quasiment tous. Parce que Charleroi, c'est pas une très très grande ville. Donc on se connaît. Et je veux dire, on est très solide, on est très fraternel. C'est très fraternel ici, on est très soudés. Donc voilà, quand quelqu'un a un problème, on essaie de l'aider. On a une bonne mentalité, on a grandi avec une bonne mentalité. On a grandi avec la mentalité quand nos parents sont venus du Maroc, on est resté avec la mentalité là. Alors que nous maintenant, quand on va au Maroc, ils ont évolué et c'est nous qu'on est resté un petit peu plus en retrait, on va dire. Mais je veux dire, la Belgique, c'était un bon pays, comme le Maroc, bien sûr. Voilà. Je passe un grand bonjour à toute la famille qui est au Maroc, Casablanca, et la famille qu'on a, Jadida, tout cas là. Et j'espère que c'est possible d'avoir un jour une opportunité de pouvoir aller au Maroc et faire quelques petits combats de boxe avec les boxeurs marocains, ce serait vraiment bien. بهذا نكون قد أتينا على نهاية هذه الحلقة. الموعد يتجدد معكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله، بداية أسبوع موفقة. إلى اللقاء.